Donc, tout de suite, je m'avais appelé mon ami, mon frère, mon invité, le professeur Emmanuel Nono à Douala, au Cameroun. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Fouegui. Et je suis content d'être invité, de me présenter au monde entier ainsi pour émettre une opinion. Bon, et de discuter avec ceux qui voudraient discuter avec moi. J'ai besoin que les gens comprennent certaines choses, mais que nous, à la fin, même si nous ne nous entendons pas, que nous nous soyons compris. C'est ça. Je voudrais te dire tout le mal que j'aurais à te vous voyez parce qu'on se connaît depuis beaucoup d'années. On est des amis au privé. C'est pour ceux qui, on est très amis à la limite. Et donc, si je veux jouer à te vous voyez, je serais surpris à te tutoyer. Donc, permets-moi, même comme si on est en direct, de te tutoyer comme ça a toujours été le cas. Tu es totalement permis, Freddy. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer notre causerie. Vraiment, c'est une causerie. Mon fardeau, mon souci, c'est d'apporter une autre voix dans le débat qui a cours maintenant par rapport à ce que nous voyons se passer en Libye, parce que sous le coup de l'émotion, j'ai eu l'impression que les Africains sont tombés dans les lamentations, dans, c'est pas moi, que je trouve parfois plus ou moins inefficaces. Au lieu d'aller au fond du problème pour faire une analyse froide de la situation et saisir cette occasion pour tirer la sonnette d'alarme sur le fond du problème, on se contente de marcher pour dire halte, on doit tuer les Libyens, on doit rompre des relations, on doit. Est-ce que c'est ça la solution? C'est un peu ce qui me préoccupe et j'espère qu'avec toi, nous allons jeter un autre regard un peu plus lucide, si je peux me permettre le mot, sur la crise de ces Noirs qui sont vendus comme esclaves en Libye. Mais avant, je suppose que mes invités, mes auditeurs aimeraient bien savoir qui est Emmanuel Nono. Peut-être un mot sur toi. Si ce n'est pas complet, je pourrais ajouter des questions. Ok, moi je suis Emmanuel Nono, comme tu l'as dit déjà à tout le monde. Je suis Emmanuel Nono, je suis né au Cameroun. J'ai fait des études de philosophie, d'anthropologie et de psychologie. Et j'ai flirté avec beaucoup d'écoles philosophiques, si on peut les appeler ici ainsi, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'école de Makarakita, l'école Gnostique de Samael à Wonwea. Mais je suis devenu un chrétien convaincu et peut-être convaincant. On va être un peu indiscret. Emmanuel Nono, il a quel âge? J'ai 51 ans. 51 ans. Marié, avec des enfants? Marié, père de 3 enfants. Tu exerces un métier séculier, lequel? Oui, je suis professeur de philosophie. J'ai exercé ce métier pendant 25 ans. Et bon, mon pays m'a fait confiance et m'a nommé directeur de CS dans une bourgade pourquoi? de Douala, dans la périphérie de Douala, on appelle Yabassi, plus précisément à Tondé Carrefour. Je suis directeur de CS. CSMI, pourquoi? C'est un anagramme pourquoi CS? Ça veut dire quoi? CS, Collège d'enseignement secondaire. D'accord. Et tu vis effectivement à Douala au Cameroun? Oui. Il t'est arrivé de désirer immigrer pour vivre en Occident déjà? Tu as eu la pensée? Ça t'a intéressé? Il n'y a pas une aventure. J'ai un frère qui est français et qui a épousé une Française. Il m'a donné autrefois une invitation et je me suis rendu en Occident. Ouais. J'étais en France et je vivais plus précisément à Joinville, le pont, dans la Marne, la vallée, non loin de Champigny, pour ceux qui connaissent la France. Et j'ai profité pendant ce séjour de faire le tour en Belgique, en Allemagne, bon, par le système de convoiturage, parce que j'avais découvert que le train coûtait excessivement cher. Alors, je passais par convoiturage, je suis passé par la Belgique, Coblé, Essen, j'ai atteint l'Allemagne. Bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, je suis rentré en France et mon frère, qui a été élevé pratiquement par moi, c'est mon petit frère, il souhaitait que j'habite la France, que j'émigre, que je vive en France. Mais je lui ai dit, à sa grande surprise, que l'Europe, ça ne me dit rien. C'est au fond, c'est comme
de la fiente emballée dans un papier cadeau, dans un papier cadeau. En fait, c'est des enjolivets. Il y a beaucoup d'enjolivets au fond. Il n'y a pas d'étoffe au-delà de tous des apparences qu'on affiche. Je suis rentré chez moi et lui, très déçu, se demandait en quoi il pouvait aider un grand frère vieillissant qui lui a donné un coup de main dans la vie. Mais moi, je suis très heureux ici. J'aurai le temps de vous expliquer comment et pourquoi. En effet, on va revenir dessus, mais déjà, tu jettes un pavé dans la mare à me faire comprendre que les hommes qui prennent ces risques pour aller en Occident s'en vont chercher de la fiente emballée. C'est trop fort, ça. Oui, c'est pas trop fort. Voyez, les apparences sont très trompeuses. Quand vous arrivez en France, je vous assure, du moins la France, l'Europe, hein, de manière générale, c'est du stress en permanence. On va revenir sur les détails. On va revenir sur les détails. Il y a une rubrique où nous allons parler du regard de l'Africain que tu es sur l'Europe. Mais déjà, la balle est lancée. L'Europe, ce n'est pas le paradis pour toi. Ce n'est pas du paradis du tout. Pas du tout. Ça ne mérite pas qu'on sacrifie sa vie dans un désert, dans un pays inconnu, pour aller chercher de la fiente. C'est comme si on abandonnait le paradis ici pour prendre des risques, aller en enfer. Dans un enfer enjolivé. Pas moins que ça, l'Afrique serait pour toi le paradis et l'Europe, c'est un enfer enjolivé. Oui. Ça, je suis curieux. On va arriver là. On va arriver dessus, mais vraiment, je crois que je n'attendais pas autant. J'attendais un peu moins que ça. Mais si tu es arrivé à ce niveau, j'espère que tu as les moyens de tes arguments. Commençons donc. Je rappelle que tu vis, comme on a dit, à Douala au Cameroun, c'est ça? Oui. D'accord. Et bon, je crois que s'il y a des questions un peu plus personnelles que les auditeurs voudront bien te poser à la fin de notre interview, à la fin de notre causerie, je préfère le prendre sous l'angle de la causerie. Vraiment, chers auditeurs, vous avez le droit, la possibilité de poser des questions par écrit sur la vidéo Facebook et je vais me faire fort de la transmettre au professeur Emmanuel Nono. Mais si à la fin de l'entrevue, vous êtes encore là, vous êtes intéressé à avoir un échange audio avec lui en posant des questions. Je suppose que, par exemple, les auditeurs occidentaux qui vont nous écouter ne manqueront pas d'être choqués de ce que nous allons entendre ce matin à propos de l'Europe, afin le temps a été donné. Sentez-vous libre de lui apporter la contradiction par vos questions. Je crois que monsieur, il a les arguments de ces déclarations. Et il saura peut-être vous apporter des réponses, pas toujours pour vous convaincre, mais pour vous donner le regard d'un Africain qu'il est sur l'Europe, un regard, ma foi, un peu rare d'entendre que pendant que des milliers de personnes font des pieds de main, font tous les efforts pour aller, selon eux, au paradis, il y a quand même des Africains qui pensent qu'ils sont en train d'aller en enfer. Avant d'arriver à l'actualité, mon frère Nono, parce qu'on est des frères, quoi, il faut le dire, hein, donc permettez-nous de nous oublier à s'appeler frères dans la place publique, on ne devrait pas le dire, mais on est des frères et ça reste, rien ne peut nous enlever cela. Je voudrais que nous rentrions un peu dans l'histoire de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique, depuis l'esclavage que nous connaissons aux Amériques, embarqué dans des cargos, à ton avis, est-ce que l'esclavage est vraiment terminé? Je ne parle pas d'aboli, je ne parle pas de la littérature, je ne parle pas de la législation, mais est-ce que les Africains ne seraient-ils pas toujours dans une sorte de relation esclavagiste avec l'Occident? Quel est ton regard rétrospectif sur l'histoire africaine, les Africains et l'esclavage? Bon, avant de dire un mot en ce qui concerne l'esclavage de l'Africain ou bien du nègre, du noir que je suis, je n'ai pas honte de le dire, avec l'Occident, je voudrais dire pour l'histoire que l'esclavage n'a pas commencé avec la traite négrière. Okay. Le nègre n'est pas le premier à avoir été esclave. Il faut que cela se sache. Alors, nous avons connu, je vais surprendre et choquer plus d'un, les Juifs étaient esclaves en Afrique. En Égypte, ils étaient esclaves. J'ai beaucoup de documents là-dessus. Je peux le prouver, ce n'est pas un problème. Je sais que je m'attaque à des sommités qui sont en Occident. Encore que si tu me permets, la Bible en parle. Je crois les 400 ans qu'ils ont passé en Égypte étaient des années d'esclavage. Ils étaient esclaves. D'accord. Alors, donc,
et beaucoup d'autres peuples. Hein. Le mot esclave, ça vient de chez les Slaves en Russie. C'est pas, l'Afrique n'est pas le premier pays à avoir été esclave. Le premier continent. Mais le vrai problème, c'est que nous ne réussissons pas à sortir de notre esclavage quand d'autres ont réussi à s'en sortir. Comment et pourquoi? J'aurai le temps de m'expliquer. Non, mais là, la question est posée. En quoi sommes-nous toujours esclaves des Africains? Ah, nous sommes esclaves parce que l'Occident, qui a rassemblé toute la documentation dans des grandes bibliothèques, a compris que les autres peuples qui ont été esclaves, comment ils ont fait pour s'en sortir. Ouais. Et alors, maintenant, la connaissance, la science, la technologie a été désormais utilisée par l'Occident pour perpétuer l'esclavage en faisant semblant d'avoir décolonisé, je ne sais pas, d'avoir libéré les gens. C'est-à-dire que, en fait, l'Afrique est un esclave libre, contrôlé à distance comme par des puces électroniques, et contrôlé à distance, enfermé dans un enclos dont les murailles sont invisibles. Vous voyez? Et que, je vais citer un exemple, ouais. Vous allez voir en Afrique, je prends l'exemple de l'Afrique francophone, ouais. Le franc CFA, l'économie d'un pays contrôlé par la France qui fabrique sa monnaie à sa manière, la politique d'un pays décidée par la France qui choisit les présidents qui doivent régner, et régner, hein, bon, pas gouverner si vous voulez, et avec des saupoudrages d'élections, alors qu'on sait qui va d'abord gagner, qui va gagner d'avance, je veux dire. Vous voyez donc, sur tous les plans, nous sommes toujours en esclavage, même si nous nous disons indépendants. Vous voyez un peu ça? Est-ce que tu n'es pas en train de faire l'amalgame entre l'esclavage et la colonisation? C'est la perpétuation hein, de l'esclavage et la colonisation est une autre forme d'esclavage. Ah, bon. C'est merveilleux. Oui, vas-y, continue. C'est une autre forme, cette fois-ci, avec l'aide de la technologie, avec l'aide des connaissances. On utilise la connaissance pour perpétuer ce qui avait été fait physiquement. Vous voyez un peu. Alors, je suis très à l'aise. Ce n'est pas ce n'est pas l'amalgame. Tout ça, c'est la même chose avec d'autres noms. Avec d'autres mots. Oui, oui. Donc, la colonisation n'est qu'un esclavage édulcoré, modernisé, embelli et enjolivé. Bien sûr, bien sûr. Mais j'entends des gens, là, oui. vous détruisez la culture de l'autre pour lui imposer la vôtre que vous placez au parangon de la culture en soi, alors que ce n'est qu'une des cultures. Mais voilà. La culture occidentale aujourd'hui est quand même établie comme la culture mondiale qui doit s'imposer à tous. Oui. Non? Non, ce n'est pas la culture mondiale. Vous savez, la technologie fait porter le message de la culture occidentale parce qu'ils ont été les premiers, les meilleurs, il faut le reconnaître, à apprivoiser la technologie et à mondialiser leur culture. Vous voyez, leur culture n'est pas forcément la meilleure. Donc, elle s'est tout simplement imposée par la force des choses. Par la force de la technologie et de la science. Et parce qu'on s'est accoutumé à elle, on croit qu'il n'y a pas d'alternative et que c'est la culture qui devait s'imposer à tout le monde entier. Exactement. Okay. Exactement. Est-ce que, quand je t'entends parlant de l'esclavage et de la colonisation, qu'est-ce qui, à ton avis, peut avoir facilité l'asservissement de l'homme africain, pour ne parler que de lui? Tu m'as dit qu'il y a d'autres qui ont aussi été esclavagés, mais l'Africain, est-ce qu'il y a ainsi quelques éléments qui ont facilité sa servitude, son esclavage, le fait que les Occidentaux, pour ne parler que d'eux, l'aient pris pour un sous-homme? Est-ce que tu as déjà fait des idées là-dessus? En fait, frère Guy, l'Africain est pacifique dans sa culture. Vous allez voir dans les encodages de notre langue, vous allez voir tout le monde, c'est les frères. Le cousin, c'est le frère. La tante, c'est la mère. Le blanc même, c'est un frère. Vous voyez, on ne voit jamais l'autre comme un ennemi. Alors, la culture africaine intègre facilement. Et ceux qui
avec la cruauté dans la poche et dans l'esprit, trouve que c'est de la lâcheté, c'est de la faiblesse. Okay. Et facilement, celui qui fait confiance devient victime de celui qui a caché sa méchanceté sous les oripeaux de la civilisation. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, dans leur essence, l'Africain est candide, il est naïf, il est innocent, il est ouvert, il est amour, humaniste, si tu me permets, pendant que l'Occident est plus malin, plus double jeu, duplicité, tricherie, mensonge, abus de l'autre, violence, c'est ça? Exactement. Les deux cultures sont différentes. Je ne stigmatise pas les personnes, je parle des cultures. D'accord. Et alors que cette culture influence les personnes issues d'elle. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça. Et ça veut dire que le noir qui a vécu dans le système occidental et devient aussi, fait la duplicité, l'hypocrisie, les méchancetés, l'égoïsme, exactement comme la culture occidentale l'aura dressé. Parce qu'il s'agit de dressage. Hein. Donc, les Occidentaux sont venus dresser les Africains à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Exactement par leur culture, oui. Mais il s'en trouve quand même des voix pour dire la colonisation a eu du positif. Elle a même d'ailleurs eu que du positif. Elle nous a apporté la modernisation, elle nous a apporté la motorisation, elle nous a apporté l'éducation, elle nous a apporté la religion et que sais-je encore. Est-ce que tu rejoins de tels points de vue qui pensent que la colonisation n'a eu que des avantages, si ce n'est quelques avantages? Quel est ton regard sur les apports de la colonisation sur la culture africaine, sur l'homme africain? Je serais ingrat, frère Guy, de dire que la colonisation n'a rien apporté. Parce que là, je te parle déjà en français. Autrefois, je suis d'une dialecte différente de la tienne. On ne se serait jamais entendu. Mais c'est rien d'expliquer. On aurait peut-être trouvé une langue locale à laquelle on aurait pu parler, comme au Zaïre, comme au Kenya, comme au Mali, comme au Sénégal. Il y a des pays où on a quand même une langue locale qui est parlée par presque tous les citoyens, voyons. Oui, mais ça c'est vrai. Je connais le Swahili et autres. C'est vrai. Mais je dis qu'il y a du positif. D'accord. Il y a du positif parce que la culture occidentale est la première après avoir apprivoisé la science qui, chez nous, est cachée, hein, vous savez. J'ai des documents là-dessus. Chez nous, on cache. On ne veut pas montrer ce qu'on connaît. Ça se transmet de père en fils. Et encore que parmi les fils, ce n'est pas tout le monde à qui on lègue certaines choses. Bref, je dis que la culture occidentale a beaucoup de positifs, mais elle n'est pas que positive. Vous voyez, il faut que je sois équilibré. Et qu'est-ce qu'elle a de négatif, si on peut y entrer? La culture occidentale, vraiment, je ne sais même pas. Si, je ne sais pas sur quel point je vais commencer. Par le commencement. Si tu permets, Pardon? Par le commencement. Ah bon, je vais commencer par la religion. Vas-y. En Afrique, nous avions nos cultes. Hein. Ce n'était pas une religion. Du moins, beaucoup de gens disent que c'était des religions. Je ne voudrais pas m'aventurer sur cette querelle. Alors, l'Afrique et l'Europe nous apportent la religion chrétienne. Mais, je vais te surprendre, frère Guy. Après avoir étudié minutieusement, je me rends compte que même cette religion chrétienne est une religion falsifiée à but économique et politique. Non pas qu'on ait changé les versets. La Bible reste la même, mais la compréhension qu'on en donne ici chez nous contribue à l'endormissement, à la paresse, à la lâcheté et vraiment à considérer, n'est-ce pas, dans les schèmes de représentation, l'Occident comme étant le parangon du savoir, le parangon de la science, le parangon de la foi. Finalement, l'homme blanc en lui-même, en passant par l'imagerie de Jésus jouée par un auteur occidental, l'homme blanc, par lui-même, passe pour être le Dieu dans le sous-sol de la pensée du nègre. Oh, pas moins que ça. Oui, 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 oui. Je vais vous surprendre si vous me poussez le bouchon, je vais vous dire,
en quoi tout cela est falsifié. Vas-y, c'est curieux. Oui, oui, bon, dis-moi si vous voulez que je donne un ou deux exemples avant que nous n'allions en profondeur. Oui, oui. Vous verrez dans les églises chrétiennes, tout le christianisme est réduit à des transes. Les gens tombent en transe, on dit que c'est l'effet du Saint-Esprit ou du souffle sacré. Les gens prient pour les visas. Ils vont le visa pour aller en Europe parce que l'Europe représente la réussite sociale, la réussite même, la vie parce qu'ici c'est la mort. Les gens prient pour avoir les maisons, alors que Jésus-Christ lui-même nous a dit que c'est les païens qui cherchent ces choses-là. Alors, vous voyez que le christianisme en lui-même est déjà manipulé. On dit, bon, si on te gifle à la joue gauche, dans la joue droite, pourquoi c'est seulement ma joue qui doit prendre des coups? Il faudra que celui qui me gifle prenne aussi des coups pour comprendre comment il peut tendre des joues. Je joue avec les mots là. Je te comprends. Ah oui, bon voilà. Voilà parce que tel que j'ai lu la Bible, Dieu est un Dieu juste. Il fait pleuvoir sur le toit des justes et ce que nous considérons comme étant injuste, il fait pleuvoir sur cette toit-là. Il ne souhaite pas que moi je maltraite une seule de ces créatures, fût-elle mon ennemi, fût-elle un blanc, parce qu'il m'a colonisé. Non, je n'ai pas ce droit parce que je suis devenu chrétien. J'ai le droit de préserver la vie où elle se trouve. Est-ce que tu veux me faire on est étonné comprendre? que l'Europe occidentale, l'Europe chrétienne, qui dit nous enseigner le christianisme, traverse le monde entier pour tuer des gens, pour voler leur pétrole, voler leurs diamants, voler leur or, avec des présidents installés au pouvoir 25, 30, 40, 50 ans, à condition que vous permettiez qu'ils volent tout le diamant et du sous-sol, qu'ils volent tout le fer pour faire leur industrie et revenir, en fait, nous brandir des objets que j'appelle, du moins après mon professeur Ngo Mwele, des objets réponses. Les voitures, les fers, les tapis. Alors, si vous avez tout ça, ça veut dire que Dieu vous a béni. Mais je vous assure, c'est une infirmité spirituelle que je ne peux pas expliquer. Mais est-ce que, à ta connaissance, l'Occident lui-même est si chrétien que ça dans la pratique? Ah non, c'est faux. C'est faux. J'ai été là-bas. J'ai abordé plusieurs. Je suis allé là-bas comme un curieux. J'ai abordé à Champigny un médecin qui m'a dit qu'il était franc-maçon et il le disait avec joie. Et quand je lui pose la question de savoir pourquoi il ne se cache pas comme chez nous en Afrique, parce que chez nous en Afrique, la franc-maçonnerie et autres, c'est des occasions pour faire des choses que je ne peux même pas nommer ici. Des choses réservées aux femmes, les hommes les font aux hommes. Vraiment, je suis poli pour le dire, on ne dit pas des choses comme ça à la télévision. Et alors, en fait, c'est devenu des pratiques pour dominer, contrôler, soumettre des hommes. Alors, ce médecin franc-maçon me dit que la tour d'Eiffel a été faite par les francs-maçons. Il me dit, ce médecin me dit, toute la France, telle que nous la voyons, toute jolie là, c'est l'œuvre des francs-maçons. Alors, je ne vais pas vanter cette école philosophique rivale à la mienne, mais au fond, je me suis rendu compte que l'Occident n'est pas si chrétien que ça. Les gens qui sont bien placés se disent chrétiens des lèvres, mais au fond d'eux-mêmes, c'est des petits hypocrites qui conditionnent l'accès ou la réussite sociale à l'adhésion à leur secte camouflé. Vous voyez, le directeur devient un gourou qui doit pouvoir initier le néophyte ou bien le jeune ingénieur qu'on veut recruter, c'est apprendre ou à laisser. Et alors maintenant, vous vous retrouvez à l'église à jouer l'hypocrisie. Franchement, l'Occident, non. Mais d'où vient... L'Occident est fidèle à son hypocrisie. D'où vient que les Africains, eux, ils ont reçu dans cet évangile, si je peux me permettre le mot, cette religion comme étant la vérité et ils y adhèrent avec autant de zèle, même avec leurs limites. D'où vient cela? Si le modèle qui leur a apporté ça n'y croit pas, comment ça se fait que les Africains se sont identifiés esprit, corps et âme à la religion
au point où on voit des spectacles qui se déroulent aujourd'hui en Afrique? En fait, frère Guy, moi, je vais peut-être puiser dans mes ressorts psychologiques. Lorsqu'on est vaincu, on cherche les voies d'échappement, on cherche les soupapes de libération. Et alors, la religion devient, tel que prêché chez nous, des soupapes de libération. On va à l'église pour pleurer devant Jésus, qui doit nous envoyer un peu d'argent sous l'oreiller. Ça, c'est l'illusion que nous avons. On va pleurer à Jésus, qui doit envoyer un sac de riz qui doit tomber directement dans notre marmite, dans la cuisine. On va prier Jésus, on impose les mains. Bref, c'est l'aliénation. Hein. Tel que enseigné là, c'est contre ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis venu libérer les captifs. En fait, Jésus vient nous libérer des captivités, des hypocrisies humaines. Voyez, toutes ces formes d'hypocrisie, toutes ces formes de captivité, que cette captivité soit mentale, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, Jésus est venu, non pas avec une religion, mais nous indiquer un chemin. Puisqu'il dit, je suis le chemin. Nous indiquer le chemin qui conduit à la vérité. Mais pourquoi donc l'Africain ne discerne pas ce chemin et va plutôt dans une religion intéressée par les besoins matériels? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'est pas le christianisme qui est ainsi. Je vous ai dit, c'est la falsification du christianisme qui est devenu un instrument pour l'Occident qui voudrait ménoter dans la conscience le nègre, ménoter toute sa vie le nègre, qui devient un objet économique, un client économique à perpétuité. Il se raconte dans l'histoire que les prêtres, les premiers prêtres étaient plutôt des indicateurs, des indiques, comme on dit, du colon qu'ils rapportaient. Effectivement, j'ai une vidéo ici, où nous voyons le prince belge dit aux prêtres, aux pasteurs, nous savons que les Africains connaissent Dieu, ils connaissent qu'on ne couche pas avec les femmes des gens, qu'on ne prend pas le bien d'autrui, mais aller là-bas leur enseigner cet évangile dans le sens qu'ils soient dociles à notre culture, qu'ils soient soumis à nous, et comme ça nous allons assurer notre colonisation sans résistance. Un peu comme pour dire que amenez-les à lever leurs yeux vers le ciel pendant que vous ramassez tous leurs biens sur la terre. En dehors, mon frère, en dehors de la religion falsifiée que l'Occident a apportée aux Africains, tu voulais nous énumérer quelques inconvénients de la rencontre de l'Africain avec l'Occidental. Il y a beaucoup d'inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Je vais prendre un exemple. On nous dit qu'il faut aller à l'école. Oui. Par exemple. Il faut aller à l'école, il faut être ingénieur. Bien, mais le système scolaire est tel que on fabrique les exécutants. On est ingénieur exécutant en Afrique. Il n'y a aucune structure qui est mise sur pied pour que les gens puissent, après avoir développé autant de connaissances, puissent produire des biens sur place. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui, je voudrais exagérer, qui a un doctorat en migration des huîtres. Il n'y a pas les huîtres ici. Du moins, je ne sais même pas des oursins. Alors, en fait, c'est un docteur qui doit pouvoir aller en France, être un laquais éternel, parce qu'il ne pourra pas être utile sur son sol. Et c'est vraiment ce déphasage, cette asymétrie qui explique que nous travaillons presque en vain. En fait, la connaissance en Afrique devient comme un mirage. Plus on connaît, moins on est utile. J'exagère un peu, mais c'est comme ça. C'est le sentiment qu'on a. Il vaut mieux, je vais vous dire, ici, peut-être vous qui êtes dans l'Occident, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il vaut mieux pour l'enfant d'aller jouer au football, être un étophiste, gagner les milliards et être un sacré illettré, c'est le plus important. Vous voyez? Alors, ça fait donc que vous voyez un ingénieur qui sort là ou un médecin, j'ai un cousin médecin, on lui donne l'équivalent de, je ne sais pas, c'est 30 €, 400, 40, je ne sais pas. Alors, ça ne permet même pas de vivre. Alors, l'homme est tenté d'aller en Occident. Je comprends bien.
ceux qui veulent partir, même s'ils ne sont pas excusables. Oui, ils ne sont pas excusables. Il y a un système d'hypocrisie et de mensonges mis sur pied de telle sorte que même les chefs d'État africains ne le sont pas là pour leur peuple. Non, ils sont là pour faciliter les affaires entre l'Afrique et l'Occident. Si vous voulez, je vais citer un très grand sociologue suisse que vous pouvez lire, hein, Jean Ziegler, Le pouvoir africain, une Suisse au-dessus de tout soupçon. Ils sont nombreux, on peut lire tout ça pour comprendre cette duplicité, cette hypocrisie qui fait que plus nous travaillons en Afrique, moins nous évoluons. Parce que nous travaillons pour le compte de l'ancien colon qui dit être parti, il est passé par la porte, mais il est revenu par la fenêtre. Tu es en train de nous introduire là dans ce que d'aucuns appellent le néocolonialisme. Oui, bien sûr. Tout ça est mélangé, Guy. Tout ça, je vais être un peu comme les maillons d'une chaîne. Tout ça, c'est ensemble, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette froideur de l'Occident qui peut affamer, permets-moi d'employer le mot, tu ne l'as pas employé, les Africains pour ses intérêts? Qu'est-ce qui se passe pour que des hommes soient aussi cupides pour... Je vais prendre le cas de la Centrafrique. Hein. C'est un pays qui regorge de diamants, c'est connu, et nous savons la valeur du diamant sur le marché, tel que si la Centrafrique exploitait elle-même son diamant, on ne parlerait pas de la Centrafrique aujourd'hui comme un des pays les plus pauvres de la Terre. Comment comprendre que les Français sans vergogne, sans ressentiment, sans gêne, exploitent ces ressources depuis des années impunément au fur et au su de toute l'humanité, de tous les philosophes, de tous les connaisseurs, et que personne ne lève le petit doigt? Vous voyez, le monde est divisé, Guy, en précaré. On a beau raconter l'égalité, la démocratie, c'est du leurre, c'est du bluff. Il y a une minorité de conspirateurs qui ont le droit de veto, qui peuvent faire et défaire le monde, Guy. Je sais que tu le sais et tu voudrais me pousser à le dire. Parce qu'en fait, vous avez vu, les États-Unis ont dit que l'Irak avait les armes à destruction massive. Ils ont détruit tout un pays, des millions de morts. A-t-on levé le petit doigt pour condamner l'Amérique, pour les appeler, pour les attraper comme les barbeaux et autres? Personne. Nous avons vu la Libye ici à côté. On est venu détruire toute la Libye florissante, où les gens ne payaient même pas l'électricité. Parce que Kadhafi avait réussi à résoudre un certain nombre de problèmes au point où les Libyens n'immigraient pas. Qui a levé le doigt pour les traduire au tribunal pénal? C'est des histoires. C'est du bluff. C'est du bluff, Guy. C'est du bluff. Moi, j'ai compris ça. Et j'essaie d'éduquer mes enfants pour leur dire que cette justice à plusieurs vitesses, en fait, c'est de l'injustice qui a porté les cagoules de la justice. Pour que quand tu viens tout naïvement et tu deviens sa proie. L'Occident, c'est pas l'ami, c'est comme ça. Et le capitalisme a aggravé ce système. Tu sais qu'en capitalisme, Guy, je vais schématiser, le capitaliste ne gagne que ce que tu perds. Hein. Si Guy ne perd pas, le capitaliste ne gagne pas. Ouais. Et alors, il vaut mieux multiplier le nombre de perdants pour pouvoir gagner au maximum. J'ai schématisé. Si on veut, on peut entrer dans des doctrines. Je voudrais bien discuter sans... Je ne veux pas... Bon, c'est assez pénible. Hein. Tu peux comprendre ma gêne. Hein. Ça veut dire que les précarés sont tels que quand quelqu'un est en train de bouffer dans son précaré, les autres font comme s'ils n'ont rien vu. Un peu... Bien sûr. Ouais. Et vice versa. Oui. Personne ne va nuire à l'autre dans son précaré. La France, l'Afrique, les États-Unis, c'est peut-être les pays arabes, et que sais-je encore, l'Angleterre. Et puis chacun fait ce qu'il veut dans son précaré. Bien sûr. Les précarés américains, le Koweït et autres. Et pour venir nous nuire ici, printemps arabe, il fallait la démocratie.
En Koweït là-bas, au Koweït là-bas et Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? Non, mais il y a le pétrole. Je suis très bête, hein? Il y a le pétrole là-bas. Je voudrais que tu m'enseignes. Non, il y a le pétrole là-bas. Le pétrole est peut-être un des axes de la démocratie, voyons. Donc, c'est vraiment une justice à 1000 facettes selon la tête chercheuse, finalement. Voilà, vous l'avez compris. Que j'aime beaucoup Nietzsche, hein, j'ai lu Nietzsche. Il disait que la justice véritable ne naît qu'entre les hommes d'une égale puissance, où une lutte n'amènerait que des dégages réciproques et sans résultat. Vous voyez, il n'y a jamais de justice entre les forts et les faibles. Et l'Occident s'arrange à créer cette justice asymétrique où les faibles seront très nombreux pour être bien exploités. Et comme la société est forcément nivelée en forts et faibles à tous les maillons, est-ce que c'est à conclure que la justice serait un leurre? La justice, selon la configuration actuelle, est un leurre. C'est un leurre. Voyez, si on vous laisse en paix, c'est parce que vous nous avez laissé prendre ce que nous avons à prendre. Sinon, avec nos médias et autres, nous allons commanditer des coups d'État, on va tout faire. Et on finance à la fois ceux qui sont au pouvoir, son opinion. On finance aussi l'opposition ou bien les bandes armées. Les deux qui se battent sont des frères et à la fin, vous êtes tous, les deux sont morts et nous récupérons ce que nous voulons récupérer. C'est un schéma comme ça de guerre en Afrique que tu es en train de nous tracer là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si à mon âge, regarde ma barbe, si à mon âge, j'évite de dire la vérité, je la dirai quand? Donc, on comprend, à t'entendre entre les mots, que nos chefs d'État africains qui restent 25, 30, 35 ans, c'est avec l'aval de nos démocrates occidentaux tant qu'ils font leur affaire. Bien sûr. Bien sûr. Et quelqu'un qui fait autant d'années... Il ne faut pas être agrégé en droit pour comprendre ça, ou bien en sciences politiques. Et quelqu'un qui fait tant d'années au pouvoir et qui, je suppose, n'a pas de compte à rendre à son peuple, quelle est l'obligation qu'il a d'être un tant soit peu intéressé par la justice sociale, par le développement de son pays, par le bien-être de ses concitoyens? Est-ce qu'il peut vraiment avoir une motivation quand il ne doit rien au peuple au point de vue électoral? Peut-être par la pitié, simplement. Et ça, c'est pas humain, ça? Bien sûr. Est-ce qu'il y a l'humanisme dans le capitalisme? Il y a l'intérêt froid. Mais là, tu es en train de me dire que les chefs d'État africains sont des rois qui n'ont de compte à rendre à personne dans leur pays local. Ils n'auront de rendre compte que si on a trouvé quelqu'un qui permet que nous exploitions et que nous gagnons plus que ce qu'il nous offre. Et tant qu'ils auront le plein pot de pouvoir, d'argent et de je sais pas moi, de ressources, la justice est illusoire. Illusoire parce que, Guy, tout est mis sur pied. Pour parler le langage technique, on dira que la superstructure mise sur pied, c'est-à-dire l'ensemble des lois et autres, et les relations que vous appelez internationales et autres, ces relations sont mises sur pied de telle sorte que le plus fort soit toujours un peu plus fort et le plus faible reste faible. Ça veut dire que quoi? Que si vous enlevez mon président ou bien tout autre président africain qui ne joue pas le jeu, même si c'est le frère Guy qui entre, il sera vite happé par la superstructure parce que c'est des superstructures tellement bien ficelées que vous ne pouvez pas faire la volonté de votre peuple, vous faites la volonté de celui qui vous a placé au pouvoir. Mais il me semble même si vous ne voulez pas. Il me semble quand même qu'il y a quelques présidents africains qui ont eu des velléités de résistance et certainement ils ont payé le prix de leur velléité, mais l'histoire nous parle d'un certain Thomas Sankara, d'un certain Gilles Christ Olympio, d'un certain, ma foi, Gbagbo, pour ne parler que de cela, Kadhafi. Il y a quand même des Africains qui ont pensé à aimer leur peuple. C'est vrai, Guy, mais ceux-là sont toujours tous morts et ceux qui sont vivants attendent de mourir. Comment comprendre, toi en tant qu'intellectuel, professeur de philosophie, comment comprendre que même les médias qui sont supposés être neutres et qui sont supposés être dirigés par des personnes un tant soit peu intègres, soient complices de la mascarade et soutiennent ces choses?
répètent en boucle les paroles des politiciens qui, eux, ne sont que des faussaires, si tu me permets le mot. Comment comprendre que les médias se soient si laissés aliéner par cette comédie, ce spectacle? Frère Guy, je ne vais pas t'apprendre, je vais rien t'enseigner. Toi, tu es plus cultivé, tu es en Europe, tu as des livres à ta disposition. Mais je vais partir d'une boutade, du moins d'une citation de quelqu'un, ici, le ministre de la Communication du Cameroun, qui, dans ses altercations avec les journalistes, avait dit que les journalistes étaient pires que des prostituées. J'ai pas l'eau à la bouche, on ne ment pas en plein 21e siècle, tu peux vérifier l'information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les médias ont ce qu'on appelle les lignes éditoriales, et ces lignes éditoriales ont quelquefois la couleur des partis politiques ou bien des réseaux politiques qui tirent les ficelles. Alors, vous n'allez jamais me dire que les médias disent la vérité, non. Les médias tournent la caméra sur la vérité qui arrange leur patron. Alors, BBC ne dira jamais les atrocités, je ne sais pas, ou bien France 2, ou je ne sais pas quoi, de la France, ils préfèrent se taire et ne rien dire. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Rien n'est objectif. Oui, oui. Rien n'est objectif dans cet univers-là. Tout se passe, c'est des arrangements, Guy. Je ne sais pas comment te faire comprendre ça. C'est désespérant, mais quand même... Vous ne pouvez pas sortir de votre ligne éditoriale. Si vous avez choisi d'être dans cette ligne éditoriale, et la ligne éditoriale a des accointances avec des partis politiques. C'est-à-dire que si vous êtes de gauche, votre discours est de gauche, et vous émergez dans les partis de gauche, parce qu'en fait, de près ou de loin, vous relayez leur idéologie. Est-ce que pour autant, un mea culpa n'est pas imaginable quand on a été pris la main dans le sac? Je vais m'expliquer. Ces journalistes qui ont soutenu la guerre en Irak, les journalistes qui ont soutenu la guerre contre Gbagbo ou contre Kadhafi, au nom de tous les principes qu'on nous avait promis, la paix, la démocratie, la prospérité, et que sais-je encore. Est-ce qu'une fois que, avec du recul, l'évidence de leur imposture et de leur collaboration avec l'oppresseur est établie, ils ne peuvent pas quand même présenter des excuses à leurs auditeurs. Ils ignorent le sujet, ils l'occultent. Personne ne parle plus de la Libye aujourd'hui, personne ne parle plus du drame ivoirien, personne ne parle pas du drame irakien, personne ne parle de tous ces drames qu'on a soutenus avec force, avec les moyens du contribuable. Je me souviens de France 24, qui avait fait RFI, qui avait fait de Gbagbo un monstre. Aujourd'hui, après une soixantaine de témoins contre Gbagbo, personne ne parvient à prouver qu'il est coupable d'un seul crime. Et ces médias ont même fermé leur micro. Ils ne font même pas de reportage sur ce scandale. Ce n'est qu'un exemple. Comment comprendre qu'ils aient le courage même de ne pas faire un mea culpa pour essayer de se donner une bonne figure, une meilleure figure? Ils le feront ça dans les médias de qui? Sinon, c'est un petit journaliste, c'est un petit ouvrier de la parole au micro. Et s'il s'amuse à venir discréditer, je dis discréditer entre guillemets, le média d'un patron, il est mis à côté. Sans compter que des mains noires peuvent le récupérer et il se taira à jamais à 2 mètres sous le sol. C'est terrible. La situation, je vais me proposer que nous passions à la situation économique des pays africains. Non, ça donne froid dans le dos. Ça dit c'est désespérant, ce que j'entends comme discours. Tu comprends que moi, j'ai pensé faire la révolution autrement. Oui. Je suis de ceux qui pensent que les armes et autres, c'est un peu de l'idiotie. Parce que il vaut mieux bâtir un enfant que bâtir 1000 maisons. Je préfère travailler l'homme dans la tête parce que l'homme est colonisé jusqu'au sous-sol de sa pensée en Afrique. Vous voyez, des gens sont là, ils savent que la mère France va venir nous aider. Quand le président va un peu nous déranger, la mère, vous voyez, c'est comme si le cerveau fonctionne avec des béquilles. Vous voyez ça? Je vais te dire quelque chose qui m'a souvent choqué dans les élections. Former les hommes. C'est quelque chose qui m'a souvent un peu intrigué dans les élections en Afrique, c'est-à-dire que les élections sont trichées, tout le monde le sait, mais dès que la France dit approuvé, alors c'est approuvé. La France même dit avant.
félicite même le président avant même que on ne publie les résultats. Tu n'as jamais appris ça? Si, bien sûr. Et du coup, même les opposants s'alignent dès que France 24 et RFI ont donné le... Mais si vous ne vous alignez pas, on envoie un émissaire qui vient dire qu'il est là et tout. Et on a des bases militaires partout. Non, je ne peux pas. À moins de 20 minutes, peuvent venir déloger celui qui veut dire qu'il a gagné, alors que la France n'a pas dit qu'il a gagné. Non, pour la petite histoire, hein, parce qu'on est sur le sujet, mais ce sera la dernière question peut-être sur le sujet. Juste pour la petite histoire, Idriss Déby, le président du Tchad, nous dit qu'en 2002, il avait voulu quitter le pouvoir. La France lui a dit, mais écoute, bonhomme, on n'a pas encore quelqu'un pour te remplacer, alors tu restes là. Nous sommes en 2017. J'ai cité Jean Ziegler. Si vous lisez ça, vous allez même avoir mal au dos. Jean Ziegler, il nous raconte l'histoire de Bokassa qui était au pouvoir. Et Bokassa, David Dacko est en France, il est choisi, il est mis dans l'avion, dans la soute de l'avion, où il y a les parachutistes français qui descendent en Centrafrique, fait le coup d'État, il est installé au pouvoir. Je n'exagère pas, vous pouvez vérifier. Passons, si tu me permets, à la rubrique économique de notre causerie, la situation économique de l'Afrique, parce que certains me disent que c'est parce que les Africains misèrent, ils ont faim qu'ils quittent leur continent. Quel est ton regard sur le cas, par exemple, du Cameroun où tu es? Est-ce que le Camerounais moyen a faim? Est-ce qu'il vivote? Est-ce que c'est vraiment invivable? Est-ce un enfer, point de vue économique, pour le citoyen lambda? L'Afrique, le Cameroun particulièrement, que je connais, est un paradis. Économiquement parlant. Oui. Le Camerounais mangerait... Mais le vrai problème, c'est que dans le mental que l'Occident nous a laissé, il faut arriver en Occident, venir avec des voitures, des vestes, changer sa voie, rouler les airs et venir se pavaner devant ceux qui sont sur place. Voilà. Ça fait donc que beaucoup de gens ne veulent plus rien faire. Hein. Si tu me regardes là, j'ai été en Europe, j'ai vu des gens qui dormaient 5-6 personnes dans une chambre. Je n'exagère pas, hein, je dis à Château-Rouge. On va revenir dessus, si tu me permets, parce qu'il y a un chapitre sur l'Europe est-elle un paradis. Mais parle-moi d'abord de l'Afrique, de sa situation actuelle. Oui, bien alors. Ici chez nous, si les gens voulaient travailler comme ils travaillent en Afrique, la plupart ne se sentiraient pas mal. Les gens veulent cultiver le cacao. Et c'est l'acheteur qui fixe le prix, dit. On se plaint du riz nylon, que les Chinois fabriquent les nylons qui nous donnent les cancers d'estomac. Mais il y a des forêts entières. Moi, je travaille à Yabassi. Des forêts entières. Quelqu'un est venu me proposer à mon bureau 1 hectare de terrain, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés de terrain à 200 000 francs CFA. Converti en dollars pour que les gens comprennent. Alors, ici chez moi, tu vois les bananiers plantains là. J'ai planté là. Je n'achète plus les plantains. Je les mange, je ne les achète pas. En passant, 200 000, c'est moins de 400 $ canadiens. Voilà. 350 $ américains éventuellement. Alors, les gens vont là-bas dormir 5-6 dans une chambre. Et quand il faut revenir en Afrique, ils achètent quelques vestes dans les marchés au plus à Sarcelles et autres. Restons-en au Cameroun, si tu me permets. Est-ce que pour autant, tout le monde a les moyens de valoriser de tels espaces de terrain pour avoir des plantations, pour avoir des petites activités? Je parle de moyens financiers. Le tout n'est pas d'avoir des ressources naturelles, mais il faut encore pouvoir les viabiliser à partir des moyens financiers. Guy, beaucoup de gens n'ont pas de vision. C'est-à-dire? Beaucoup de gens n'ont pas le courant. Beaucoup de gens pensent qu'en immigrant, en allant ailleurs, ils s'en sortiraient mieux. Peut-être en volant, parce qu'on a dit que la fémania, c'est le vol au fond, hein, que les gens m'excusent de dire d'être brutal. Ils veulent aller prendre de l'argent facilement. Est-ce qu'on peut donc fabriquer l'argent? On peut être riche sans être développé. Il faut être développé pour être riche et non être riche. On peut être riche sans être développé. Voilà ce que je veux faire comprendre. Il y a un jeu. Et parce que j'aime souvent dire quand j'enseignais encore, du moins quand j'étais encore du moins enseignant de salle, je disais que si l'argent, ça c'était une question philosophique, hein, si l'argent fait le bonheur, quelle quantité d'argent faut-il à un homme pour être heureux?
Mais vraiment, c'est une question à call. N'empêche quand même qu'il faut un minimum. Le minimum, on peut l'avoir, Guy. Ah oui? Oui. Fourchette de salaire, au Cameroun, par exemple, si on prend les salaires d'un enseignant, est-ce que le salaire d'un enseignant du primaire ou même du lycée lui permet d'amener un genre de vie plus ou moins décent? S'il est organisé, oui. Ah ouais? C'est assez difficile parce que si tu entres dans le système économique directement avec le peu que tu as sans pouvoir t'organiser, tu ne pourras jamais t'en sortir. Nous avons au Cameroun un système de banque artisanale qu'on appelle les tontines. Je crois que tu as vécu au Cameroun, tu connais. Je connais, oui. C'est une forme de prêt sans intérêt. C'est le Nyangui, la tontine, prêt sans intérêt. Alors, il faut s'organiser. Si vous prenez 100 000 et vous entrez déjà à acheter dans le même marché qu'achète un directeur, un ministre, parce que les prix sur le marché sont les mêmes, et tu prends tes 100 000, c'est comme si tu prenais tes sandalettes pour aller jouer avec quelqu'un qui a les godasses. À peu près 200 $ canadiens, 100 000, ouais. Voilà, voilà. Et vous voyez donc que si vous êtes organisé, en termes de Nyangui, je t'ai expliqué comment je fais. Tu cotises, je ne sais pas, peut-être 10 000 par mois dans tes 60 000 que tu gagnes par mois. 10 000 obligatoirement par mois, ça fait 120 000 par mois, par an. Et tu t'arranges à être le dernier en cette année 2017 à gagner 120 000. Et tu t'arranges aussi à être le premier à gagner en 2018 120 000. En espérant que tu as tu 240 000 pour te lancer. En espérant que tu reçois la pensée ainsi. Non, si je comprends un peu ta pensée, c'est que l'Africain, au lieu de chercher à se déployer localement, à la pensée tournée vers l'Occident, du coup, ça le distrait de chercher même les moyens de subsistance locaux. Du coup, il cherche la facilité, il y a un fond de paresse quelque part pour ce qui est de ton expérience par rapport au moins au Camerounais. Oui, je ne voulais pas le dire. Parce que quand vous avez 120 000 en 2017, permets-moi de terminer, Jigui. 120 000 en 2017 et 120 000 au début. C'est-à-dire qu'en décembre, tu as 120 000. Dès janvier, tu as encore 120 000. Tu as 240 000. C'est-à-dire, et les 240 000, tu te lances à acheter les poussins, par exemple. Les poussins. On vend à 300. 300 francs CFA. Oui, 300 francs CFA. Tu achètes seulement 200 poussins et tu te mets à élever. Tu es attentif, tu es assidu là, tu veilles, tu nettoies et tout. Au bout de 45 jours, tu vas vendre les mêmes poussins à 2000 francs. Et tu t'organises de cette façon. Les fientes te permettent de cultiver ton champ. Au lieu d'aller faire 3-4 boulots, devenir homosexuel alors que tu es normalement hétérosexuel. Tu es tellement pressé de nous parler de l'Occident. Je crois que je souhaite qu'on y aille un peu progressivement. Donc, si je comprends bien, l'Africain un peu organisé a les moyens de subsistance dans son pays. Alors, la question que ça m'amène directement dans le sujet, à savoir, est-ce que du coup, ça fait qu'on peut se dire aux Africains qui sont vendus en Libye, c'est bien fait pour vous, vous n'aurez pas dû? Non, non, je ne peux pas dire ça. Il y a quand même de l'humanisme. Il y a quand même en nous, ne plus qu'en nous, les Africains, nous appartenons même à une communauté humaine. On ne peut pas dire ça, Guy. Alors, ce sont nos frères, c'est des êtres humains, c'est des êtres vivants. Dieu nous a dit qu'on ne peut même pas fabriquer un seul grain de cheveux. Donc, il faut qu'on doit faire attention. Ces jeunes gens n'ont pas compris que le bonheur est une construction. Le bonheur est historique, alors que la jouissance est immédiate. Beaucoup de gens confondent jouissance et bonheur. Alors, vous voyez donc que beaucoup de gens, et quand ils vont, ils sont convaincus qu'ils viendront se pavaner là, avec une nouvelle veste, et tout, donner un peu de moyens de subsistance. Or, ceux qui sont là sont réduits à l'alimentaire. Dès que vous donnez, c'est comme un gouffre, c'est comme un tonneau de Danaïde. C'est-à-dire, c'est un tonneau percé. Tu envoies de l'argent de l'Europe, les gens mangent. Ils savent que tu es déjà là, tu es un peu comme, je ne sais pas. Tu envoies l'argent, les gens mangent, ils attendent. Tu es arrivé. Ils vieillissent, on n'avance pas. Or, il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que d'aller chercher
du poisson à leur donner. On ne peut donc pas les blâmer pour cause de leur ignorance, parce qu'ils ont besoin plutôt d'éducation, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il ne faut pas confondre être diplômé et être instruit. Il y a beaucoup d'imbéciles diplômés. Il y a beaucoup d'imbéciles diplômés. Donc, il y a un grand travail que toi, tu auras choisi d'ailleurs, de travailler l'homme dans son essence, un travail d'éducation qui s'impose, qui est urgent, qui est nécessaire. D'ailleurs, c'est la démarche pour laquelle tu as accepté cette interview, que d'interpeller nos frères africains à avoir un autre regard sur le monde, un autre regard sur eux-mêmes et essayer de revoir s'il n'y a pas d'alternative au suicide, quasiment, dans lequel ils tombent dans le désert, en Libye et voire dans la mer Méditerranée. Frère Guy, tu ne sembles pas bien le dire, hein, tu as bien résumé ma pensée. Je voudrais dire que autrefois, je lisais dans le livre d'un savant qui disait que l'Afrique est un mendiant assis sur une chaise en or. L'Afrique est très riche, mais les hommes sont très pauvres. Pauvres même dans la tête. J'ai un documentaire, une vidéo, si je ne sais pas, c'est parce qu'il ne connaît pas manipuler beaucoup ces choses, je pouvais même envoyer ça là, en direct. La vidéo de la ferme Songhai. Tu connais, c'est connu. S-O-N-G-A-I. C'est connu, j'ai déjà vu, ouais. Oui, qui est monté par un Américain, un Nigérian américain, Godfrey Zamunjo. Godfrey Zamunjo, oui. La ferme Songhai, vous tapez cette ferme Songhai, S-O-N-G-A-I. Vous allez voir quelqu'un qui a le souci, qui a compris que la valeur intrinsèque d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, fût-il dans l'abondance. Comme dit Luc 12, verset 15. La valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, fût-il dans l'abondance. Cet homme était ingénieur, il travaillait, gagnait des millions en Amérique. Mais parce qu'il a compris la supercherie du contact avec l'Occident, il a décidé de venir montrer par cette ferme que les gens peu riches peuvent s'organiser et résoudre leurs problèmes élémentaires. Tu connais la pyramide de Maslow. Oui. Les problèmes, oui, résoudre au moins les problèmes, je ne sais même pas. Parce que tout ce que Dieu donne, il donne à tout le monde. Hein. Vous allez voir le plus pauvre, il peut avoir une femme en Afrique. Mais chez vous, il faut avoir beaucoup d'argent et le jour où tu sais d'avoir l'argent, il y a divorce. Tu ne vas pas arrêter de nous donner les inconvénients de chez nous en Occident parce que je rappelle aux auditeurs que votre serviteur, Guy Olinga, ici, chez nous, on ne peut pas être polygame, mais les femmes sont là, elles ne demandent qu'à vivre avec vous. Ah, je ne sais pas si c'est vraiment... Elles sont ce bonheur divin pour aller courir derrière les mirages occidentaux. C'est des mirages, Guy. On n'y est pas. En Occident, on n'y est pas. On va y arriver. Permets-moi de rappeler à mon éditeur que je suis en train de recevoir mon ami, le professeur Emmanuel Nono, qui est professeur de philosophie et d'autres sciences qu'il a énumérées, que je n'ai pas pu retenir aujourd'hui. Il exerce comme directeur d'un collège d'enseignement secondaire au Cameroun, où il est très fier. Il me parle à partir de Skype, assis dans ses jardins privés, avec les fleurs à l'africaine derrière lui, si vous voulez appeler ça bananier, mais ça fait son plaisir. Et vous voyez à son sourire qu'il n'est pas du tout embarrassé, complexé d'être en Afrique. D'ailleurs, il nous a dit au départ que lui, on lui a fait des offres de s'expatrier, mais et je vous avoue que même moi, je lui ai fait des offres pour ne rien vous cacher, mais monsieur a toujours su le décliner avec beaucoup de politesse. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter son son de cloche, son regard sur le monde, son regard vraiment froid à mon avis, hein, c'est-à-dire un peu cru. Parce que là où on aurait de la pudeur à essayer de masquer les choses, monsieur ne sait pas faire dans la dentelle et nous dit les choses comme il les pense. Donc, nous avons écouté la première partie de cette interview. Je vais proposer que nous prenions une petite pause pour nous humecter un peu la gorge, le temps de nous retrouver après avec la deuxième partie qui sera essentiellement consacrée au problème migratoire. Nous avons vu toutes les difficultés que les Africains disent fuir dans leur pays, mais j'aimerais après la deuxième partie savoir mais qu'est-ce qui amène les gens à quitter donc ce paradis dont nous parle on a commencé déjà, mais on va revenir en détail là-dessus. Et puis, qu'est-ce qui les fait rêver? Et comment la démarche qui les amène à quitter ce paradis pour aller vers cet enfer que mon invité a appelé comme de la fiente emballée. Il a utilisé une expression qui m'échappe un peu, mais c'était vraiment pas aussi glorieux que ça. Écoutons une chanson de
Pierre Tchana, main dans la main. Emmanuel Nono, nous voulons revenir sur le cas du drame des Africains qui sont vendus comme des esclaves en Libye. À t'entendre, la seule chose qu'on pourrait leur reprocher encore qu'ils ne sont pas coupables, c'est leur ignorance, mais ils n'ont aucune bonne raison. Si on prend le cas du Cameroun, hein, on ne connaît pas forcément les autres pays, mais parlons du cas du Cameroun que tu connais assez bien. Un Camerounais n'a aucune bonne raison de se jeter à l'aventure dans le désert, dans un pays inconnu, avec le risque d'être jeté à la mer par des passeurs, en payant le prix fort pour aller chercher, je ne sais pas moi quoi, en Occident. J'étais bien compris, c'est ça? Oui, j'ai exagéré en disant que, oui, ainsi, du coup, préciser penser, je peux vraiment donner une question politique. Mais je dis, personnellement, ce sacrifice, marcher à pied dans le désert, se faire arnaquer, affronter les mers sur des bateaux de fortune, franchement, s'il avait souci avec tout ce courage, il essaye d'affronter la vie ici, il y a des bonnes chances qu'il ne soit pas riche, mais qu'il ne manque pas son pain. Parce qu'il faut dire que les gens qui prennent cette initiative ont un courage à la limite hors pair. Ce n'est pas un courage commun. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu ne trouves aucune circonstance atténuante, une bonne raison qui peut les avoir poussés en dehors de la paresse de l'ignorance? Est-ce qu'il n'y a pas une situation, une conjoncture économique qu'on pourrait trouver comme raison qui les pousse à partir quelque part quand même? Parce qu'en fait, c'est le préjugé. Hein. La plupart des gens disent migration économique, ils vont parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Est-ce que ça ne peut pas être ça quelque part? En fait, je vais vous dire que la jeunesse actuelle, avec le phénomène de télévision, des feuilletons, et autres, ont le rêve, ont plus de rêve. Ils vivent dans l'onirique. Ils vivent dans l'onirique. Ils croient que la vie est une poésie, que c'est tellement beau en Europe. J'ai beau leur dire qu'il y a des ingénieurs et qui vivent dans 2 chambres et un salon, pour les plus nantis, ils ne me croient pas. Je leur dis que nous sommes bien ici, ils ne me croient pas. Je vous assure que beaucoup croient qu'une fois arrivés là-bas, ils reviendraient avec beaucoup d'argent, ils seront milliardaires et la misère de la famille sera construite. Quelle solution pour essayer de changer les choses? Moi, et ça va beaucoup choquer les gens, c'est d'enseigner aux gens que vous ne pouvez pas construire votre bonheur en arrachant, du moins vous ne pouvez pas commander votre bonheur des mains de celui qui veut être lui-même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, ils croient que l'Europe est déjà, les Européens sont si heureux qu'ils peuvent déverser le trop plein et eux, ils peuvent ramasser pour venir construire leur bonheur ici. C'est pas possible. Le bonheur se construit historiquement. C'est l'œuvre de tous. Et que, en fait, l'argent ne fait pas le bonheur. Je l'ai dit déjà plus d'une fois. Et chez vous, en Occident, là-bas, Guy, le plus grand taux de suicide dans le monde ne se trouve pas en Afrique. Hein. Ça se trouve en Amérique et parmi les milliardaires. Tu peux me dire pourquoi, Guy? En vérité, c'est qu'ils ont tellement violé leur esprit, leur conscience, que leur esprit tue leur corps. Je vous dis, c'est des milliardaires qui se suicident, ce n'est pas des pauvres. Alors, l'homme n'est pas un animal enfermé dans un enclos qui attend à manger un bout le matin, à midi, le soir. C'est la vie des porcs. Ce n'est pas possible. Vous voyez, on a réduit la vie à l'alimentaire. Le nègre croit que parce qu'il ne mange pas maintenant, il est malheureux. Non. Tous les peuples entiers sont passés par là. La Chine est passée par là. L'Inde est passée par là. Je peux te confirmer que le Québec est passé par là. La Corée est passée par là. Pourquoi vouloir éviter ce qui produit les richesses et vouloir seulement les richesses sans ce qui produit les richesses?
Mais c'est un problème. C'est un problème. Est-ce qu'on ne peut pas quand même s'interroger sur l'impact de la politique locale des dictateurs qui ne se soucient pas du bien-être de leur peuple, qui pourrait pousser, justifier cet exode économique, si tu me permets, parce que c'est même si c'est prétendu selon toi. Est-ce que les politiques appliquées localement ne sont pas de nature à pousser les hommes à partir? Les pays colonisés comme les nôtres, parce que je ne dis pas indépendants, ou bien superficiellement indépendants, ne peuvent pas faire la politique de leur peuple. C'est les proto-États, c'est les proto-chefs d'État. Comme dit Jean Ziegler, c'est des proto-chefs d'État, ce n'est pas les vrais chefs d'État. Vous ne pouvez pas être chef d'État en Afrique si vous n'êtes pas, si l'ancien tutelle ne vous épaule pas. Nous avons vu le Mali où les gens meurent de faim. Vous savez que le Mali est parmi les premiers producteurs d'uranium dans le monde. Mais où va donc cet uranium qu'on vend chaque fois? Vous comprenez que le produit de la vente se partage entre les gangsters qui sont vêtus de la veste de politique, de ceci et de cela. C'est dommage, mais c'est la vérité, c'est brutal. Je sais que beaucoup de gens vont me poser des questions. Bon, je suis prêt à répondre. Je ne veux pas seulement que les gens insultent parce que nous tous on connaît ce registre. Il y a quelqu'un qui m'appelle là sur Skype, sur Messenger. On n'est pas encore prêt à prendre des questions, Paul. Donc, je suis encore à poser des questions à mon invité pour qu'il déroule tout son sujet. C'est après que nous allons prendre des questions. Donc, je me permets de raccrocher en attendant de donner le feu vert dans pas très longtemps, hein, dans une vingtaine de minutes. On devrait avoir terminé avec la phase des questions. Et puis, on pourra prendre des questions des auditeurs. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, à dehors de la dimension éducation, reformer la vision des Africains qui, selon toi, n'ont pas de vision, il est question pour eux de désespérer complètement quant à attendre quelque chose de l'État, de se prendre en charge. Je ne dis pas ça, Guy. Okay. Je dis que l'État n'aura jamais les moyens de mener une bonne politique si vous autres, si tu veux que je parle brutalement, si vous autres, élites extérieures qui êtes en Occident, ne venez ici qu'avec les objets réponses, les vestes et les voitures pour pavaner. Qu'est-ce que les Africains là, de la diaspora doivent pouvoir s'organiser avec ceux d'ici pour que nous voyions un peu ce qu'on peut faire en contournant quelquefois les velléités occidentales qui vont utiliser nos politiques pour nous casser. Je ne suis pas naïf, je comprends très bien. Nous avons vu le plus grand lobby dans le monde est le lobby juif. Le lobby juif, partout où il y a le juif dans le monde, il le soutient. Mais chez nous, en Afrique, les Africains sont isolés et sont contents même de la misère des autres, sont les premiers même à vendre leurs frères en Libye. Vous croyez que c'est seulement les Libyens, je ne sais pas si c'est les Blancs, qui viennent attraper les Noirs pour les vendre? C'est avec la complicité des autres Noirs qui, moyennant quelques billets d'argent, croient qu'il a réussi à échapper à la misère qu'il a chassée d'ici. C'est l'ignorance, tout simplement. Je n'exagère pas. C'est un peu ça. D'accord. Il y a une action qui peut être entreprise entre ceux qui ont vu autre chose, la diaspora, et ceux qui sont localement, qui connaissent le local, pour essayer de corriger le tir d'une manière ou d'une autre. Ça peut se réfléchir, ça peut se penser, mais il ne faut pas rester les bras croisés à dire on n'y peut rien, on est vraiment se désespérer, alors on les laisse faire. Bien sûr, nous sommes ici dans l'agonistique, c'est-à-dire dans la bataille feutrée, masquée, rusée. Nous sommes dans une guerre asymétrique, dans une lutte asymétrique. Notre adversaire est plus fort que nous. Si nous entamons une bataille frontale, nous sommes vaincus, écrasés. D'abord, dans ma langue maternelle, on dit qu'il n'y a pas de lutte entre les inégaux. Le plus faible se fait battre. Nous sommes les plus faibles, Guy. Nous ne pouvons pas affronter frontalement notre adversaire. Nous ne pouvons pas. Et alors, il faut contourner la chose autrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos ingénieurs préfèrent s'insérer dans le système occidental. Mon frère Guy même est bien inséré au Canada et a oublié
les macaques que nous sommes ici, on se bat entre nous, Guy. Je ne dis pas toi, tu es mon ami. Eh bien, il y a bien d'autres aussi. Hein. Chacun vient, il fait son immeuble, il s'en fout des autres. C'est ça. S'il y a moyen de le vendre, je le vends. J'augmente mon capital. C'est ça. Il n'est pas de ma famille, il n'est pas mon frère. Voilà. C'est désespérant. Nous autres qui sommes restés ici, parce qu'on voulait sauver les meubles, nous sommes ridicules devant les autres. J'ai des amis qui ont immigré, ils sont allés partout là. Quand ils viennent, ils me regardent, ils se moquent. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, oh, je ne suis pas Jonas qui fuit sa mission, parce que dans mon imagerie, dans ma spiritualité, Dieu n'est pas fou de faire naître chacun où il est né. Dieu est juste. Si on prenait l'affaire sous l'angle de la spiritualité, est-ce que une sorte de révision de la religion à l'africaine pourrait aussi apporter quelques solutions à ces problèmes? Non, moi je ne le pense pas. Parce que l'Afrique est déjà, notre héritage avec la culture ancestrale africaine est un héritage sans testament. Parce que très peu savent comment ça se passait. Mais nous cachons derrière la terminologie de aussi pour pouvoir brandir une spiritualité supposée africaine qui n'a rien, qui ne peut pas nous permettre de lutter avec l'adversaire. Mais une lecture authentique, assidue, posée de la Bible, nous montre clairement qu'on peut s'en sortir avec le christianisme. Je ne sais pas si je vais faire des leçons, si tu permets, Guy, tu as parlé de spiritualité, de lire Proverbe 2 que j'aime bien lire. La condition même pour servir Dieu, ce n'est pas l'idiotie, l'ignorance ou les trans, comme on veut nous faire croire, mais alors je lis à haute voix. Proverbe 2, Guy, je crois que tu connais le texte. Proverbe 2, du verset 1 au verset 5, je crois. Ok. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu les gardes avec toi, tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. On a dit à l'ignorance, non, à la sagesse. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui. Si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de Dieu et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Voyez, nous négligeons ça. On va à l'église, on tombe en transe, on discute du sexe des anges, on dit qu'on va, même comme nous on saute sur la terre, on ira au ciel. Et Dieu, non. Le ciel est réservé pour ceux qui ont fait la volonté de Dieu sur terre. Mais nous sommes comme des soldats au front. Tu as fait, non, je t'ai envoyé enseigner les gens. Tu as enseigné. Et alors, juste et fidèles serviteurs viennent t'asseoir ici. D'ailleurs que la Bible dit que ceux qui auront enseigné la justice aux hommes brilleront comme des étoiles. C'est pas moi qui dis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on abandonne ça. On cherche les pacotilles, ce que tu appelles la forme. On cherche les pacotilles, on cherche les voitures, on cherche les maisons. Tu as une maison, tu veux deux. Tu as deux maisons, tu veux trois. Tu as trois, ainsi de suite. C'est finalement l'égoïsme exacerbé, Guy. C'est un peu compliqué. Mais il se trouve pourtant des Africains qui pensent que la Bible ou alors la chrétienté, c'est la religion des Occidentaux et que les Africains pourraient peut-être revenir à leur culte pour trouver leur marque et peut-être ça pourrait apporter quelques solutions aux problèmes de l'Afrique que de rentrer au culte ancestraux, que c'est vrai qu'ils sont oraux, comme tu dis, parce qu'ils ne sont pas consignés quelque part, mais il y a des adeptes de cette vision des choses, non? Il y a des adeptes de cette vision des choses, Guy, mais je voudrais me permettre de dire que je ne partage pas cette lecture. Je vais me permettre de dire, allons dans Zacharie. Zacharie, je vais te montrer un passage qui m'a accompagné pendant longtemps, parce que j'ai entendu des gens dire, oh, vous qui croyez en ces choses, vous êtes déjà les vendus, vous avez laissé... Bien, alors, Zacharie 8, verset 23. Bon, tu n'as pas ta Bible, je lis pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr, moi je pose des questions aujourd'hui. Ok. Zacharie 8, verset 23. C'est pour dire aux gens qui disent que non,
c'est le culte c'est la religion des Occidentaux. Non, c'est pas la religion des Occidentaux. On y va. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le plus grand lobby économique dans le monde est juif. Les plus grands savants du monde sont juifs. Je ne sais pas, les grands inventeurs du monde sont juifs. Et alors, Jésus-Christ vient fripériser leur secret, le secret de leur puissance, parce que le secret de leur puissance, c'est ce que Jésus vient donner au monde entier. Vous allez me dire, nous ne sommes pas juifs, c'est faux. Nous sommes des juifs, mais des juifs spirituels parce que nous sommes habités par l'esprit qui rend les juifs premiers dans le monde, à condition que nous servons Jésus-Christ. Alors, quand nous avons compris ça, pourquoi retourner du moment que la pluie tombe directement du ciel? Pourquoi aller boire encore dans les rigoles? Surtout que le culte africain n'a pas fait la preuve de ce qu'il a des solutions pour le problème de l'Afrique. Non, pas du tout. Avec les cultes africains, on nous a vendus en esclavage, on nous a colonisés, on nous a néocolonisés. C'est un culte qui est inefficace, non, Guy? Mais je vais poser une question un peu personnelle, Emmanuel Nono, professeur de philosophie et aussi averti sur les Écritures. Il n'y a pas un conflit dans ton cheminement entre la philosophie et la spiritualité ou la religion, quelque part? Pas du tout. Pas du tout, Guy. Aide-moi à comprendre. Je suis plutôt heureux. Quand je viens de te lire Proverbe 2, oui. Il faut beaucoup de connaissances pour comprendre ça, Guy. Et je vais dire à ceux qui ne sont pas très cultivés en ce qui concerne la relation entre la philosophie et la spiritualité, que l'un des plus grands rationalistes que l'humanité ait connu, il s'appelle Emmanuel Kant, il était piétiste. Et le piétisme est un peu comme le pentecôtisme. Je dis l'un des plus grands rationalistes. Il faut bien connaître. Alors, moi j'étais en France, j'ai suivi, il y avait un débat entre Michel Onfray et les frères Bordanov. Michel Onfray a écrit un livre, le traité d'archéologie, et les frères Bordanov ont écrit, un peu comme en réponse, dans un livre intitulé Le visage de Dieu. Et là, il démontre avec la mathématique et je crois l'astrophysique qu'il n'est pas possible que ce monde existe et qu'il n'est pas quelqu'un qui ait créé ce monde. Et alors, j'ai cité un autre philosophe, Leibniz, que vous pouvez connaître. Leibniz dit, quand l'humanité aura répondu à cette seule question, il n'y aura plus de débat entre Dieu existe-t-il. Voici la question. Pourquoi y a-t-il quelque chose que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Point d'interrogation. On va commencer. Et alors, Michel Onfray et les frères Bordanov, dans leur débat, ils ont dit que, bon, quand j'ai essayé de poser la question, ils ont dit, bon, ça, c'est comme contribution, c'en était une. Non, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. On va commencer à sortir la philosophie, il y a des... Pardon? Oui, je disais qu'on va commencer à sortir de notre interview. Je vais maintenant te laisser... ça brûle en toi. Je vais te laisser vider ton sac. Je vais te donner la parole pour que tu nous dises tout le bien de ce que tu penses de l'Europe et de quoi donner envie à d'autres de vouloir aller à la mer pour arriver en Europe. Quelle était ton expérience dans de l'Europe? Qu'est-ce que tu as vu et que tu pourrais rapporter à ceux qui rêvent d'aller faire le bonheur en Europe? Tu as la parole. Guy, je suis arrivé en Europe. Je vous dis comme un curieux. Et mon frère qui voulait m'appâter pour que j'accepte de me battre en Europe, entre guillemets,
a mis à ma disposition toutes les facilités de voyage. Je suis allé jusqu'à Nancy, je me suis promené partout. Guy, j'ai vu que l'Europe, ce n'est pas ce qu'il y a dans notre univers, imaginaire. Non, pas du tout. Les apparences sont très trompeuses. Et j'ai été très choqué. J'ai vu Guy, vraiment, je ne peux pas dire certaines choses. S'il te plaît, il faut le dire. J'ai vu Guy, des gens en Europe qui, pour des raisons économiques, permettent à leurs femmes de se débrouiller, entre guillemets, avec d'autres hommes, à condition qu'elles ramènent quelque chose à la maison pour la popote. Chez nous, ici en Afrique, quand on imagine même seulement que le voisin a dit bonjour à sa femme, c'est comme s'il a violé ton intimité. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai vu des gens en Europe qui ont perdu le sens de la dignité, qui dorment 4-5, des hommes de 50, 60 ans, qui dorment 4-5 dans une chambre. Le lit n'a pas de repos. Celui qui travaille de nuit dort le jour, celui qui travaille de jour dort la nuit. Sans compter d'autres qui viennent dire c'est terrible. J'ai vu des Arabes, surtout des Maghrébins et autres, ramasser des habits dans la friperie, dans les poubelles, les laver, des Noirs qui ramassaient, je vous assure. J'ai vu, je me suis promené, j'étais à Sarcelles, j'étais à Château-Rouge et autres. J'ai vu des Blancs venir me cirer la chaussure parce qu'ils voulaient un héros. Je n'exagère pas. Je vous assure. Je vous dis, la vie a perdu toute sa poésie. On a dépoésisé la vie. Tout s'achète. Même l'amour, même le bonjour. Tu dis bonjour à quelqu'un, il dit, est-ce qu'on se connaît? Mais c'est une épave humaine qui déambule la Guy. Des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient en l'euro ou bien au dollar. Il a tout vendu sa vie au dollar. Je vous assure, j'ai vu une vieille femme qui traînait dans les escaliers avec son sac. Et avec le naturel de l'Africain, je lui propose de l'aider. Elle me dit non, je n'ai pas besoin de ça. Mais je me suis demandé pourquoi elle parlait tant. Alors, comme ça, elle parlait si mal. Je suis allé, j'ai essayé même de dire bonjour aux gens, ils ne répondaient même pas. Je suis allé, j'ai trouvé finalement des amis, Guy, les clochards. Je ne sais pas si vous en avez au Canada, des clochards. Bien en sûr, France. bien sûr, bien sûr. Et j'ai trouvé un homme qui m'a parlé. Je lui ai même proposé de venir ici en Afrique, il était médecin. Il me dit qu'il était médecin et sa femme lui a fait des misères dans le dos avec son ami intime. Il s'est fâché, il a grondé un peu la femme a fait du tapage et la police est venue le jeter dehors avec des menottes. Et quand il a essayé de faire la paix, avec du moins, il est retourné voir sa femme pour faire la paix. Et il a acheté une rose, c'est lui qui me racontait. Il a acheté une rose. Et quand il arrive à la maison, qui lui ouvre la porte, son ami en question, il a mis la serviette autour de la taille. Imaginez ce qui s'est passé entre-temps. Alors, il me racontait ça avec dépit. Et qu'est-ce qui se passe? Il travaille désormais, on n'a plus tout son argent pour nourrir sa femme. En fait, dit-il, pour nourrir son ami qui lui a piqué sa femme. Il a décidé donc de ne plus rien faire. Je lui ai dit de venir. Je suis prêt à l'accueillir chez moi et de lui donner encore l'occasion de travailler dans des hôpitaux privés ici qu'on appelle des cliniques. Il doit être utile à l'humanité. Il n'a pas vendu sa vie au CFA, Guy. Je vous assure. Je vous dis, vous voyez quelqu'un, son esprit a été déchiqueté. Non, l'homme ne vit pas que de pain seulement. L'homme a une autre dimension. Quand tu nourris ton corps avec de la viande, du pain et des saucissons, il faut nourrir ton esprit avec le Verbe créateur. Est-ce que tu es en train avec des principes spirituels qui doivent permettre à ton corps de s'épanouir, sinon tu tombes malade. Encore une autre aberration que j'ai découvert dans mes études de philosophie et de psychologie. L'Occident fait comme si l'homme n'est que corps.
vous avez quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, on essaie encore de soigner son corps avec des comprimés. Non, ce n'est pas le corps qui est malade, c'est son esprit qui est malade et qui va l'amener à s'étrangler, à se pendre, à boire du remède pour mourir. Guy, je vous assure, quand j'ai regardé ça, vous voyez des gens, c'est la femme qui décide de tout. Je dis que chacun pouvait décider. Même chez moi ici, la femme a son mot à dire. Mais c'est celui qui a la puissance financière. Et si par malheur c'est la femme qui décide. Le jour où elle perd sa puissance financière, c'est celui qui en a, qui gagne un peu plus. Voilà l'expression de chez vous, qui décide. L'homme est carrément castré. Ne vous étonnez pas que beaucoup d'hommes là-bas permettez-moi un gros mot, ont perdu leur érection. Ils ne peuvent pas. Ils sont émasculés. Ils sont émasculés. Pas la femme qui maintenant trône sur... Elle fait n'importe quoi, le gars ne peut plus rien dire. Il a qui il est marié, pas avec qui il est marié, mais contre qui il est marié. Parce que s'il s'amuse, on le jette dehors. Guy, de toute façon, je suis peut-être pessimiste, mais j'ai regardé ça avec les yeux d'Africain, ça a blessé mon âme. La vie est complètement dépoétisée. La vie a perdu toute sa poésie, Guy. Oui. L'homme est réduit à la jouissance bestiale. La jouissance est bestiale, le bonheur est humain. Alors, vraiment, Guy, moi, j'ai essayé de voir ça. J'ai essayé de regarder. Bon, moi, je ne sais pas si je suis très pessimiste, mais moi, ceux qui ont vu autrement, je leur reconnais ça, qu'ils ont des meilleurs yeux pour voir mieux que moi. En tout cas, mais moi, j'ai vu ça très mal. En tout cas, ce n'est pas pour toi l'immigration en Europe. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'empêche quand même. Je peux venir là-bas chez vous, vous regarder, faire semblant, mais retourner dans mon Afrique. Dans ton paradis. Retourner dans mon Afrique. Oh, que ces migrants t'entendent et qu'ils comprennent qu'ils sont en train d'aller à la souffrance, parce qu'apparemment, tu l'as si bien dit, il y en a même qui n'ont pas de logement en Europe, qui dorment à la belle étoile. Je vous assure, je les ai vus. Les gars sont comme des animaux sauvages. On me dit que c'est les loges, mais le gars n'a pas moyen de se raser. On se rase en, je ne sais pas, 10 €, environ 6 000 francs. Il laisse les cheveux comme ça, il ne peut pas se raser régulièrement. Est-ce que tu as quand même approché des Africains qui seraient en train de vivre cette misère en Occident, selon ton regard, et qui avaient rêvé et arrivé là-bas, ils ont été désillusionnés? Oui, beaucoup. Ils ont honte de rentrer. J'ai mon cousin. Chez nous, c'est un peu génétique. Vous voyez, ma tête est noire, la barbe est blanche. Mon cousin, je crois, à Saint-Ouen, il a une petite amie, une antillaise. À l'époque, j'avais peut-être 47 ans. Et quand j'arrive là-bas, il me dit, bon, j'ai pas... Il fuit tout le monde, mais comme il a appris que je suis venu et que j'avais les nouvelles d'Afrique, il était obligé de me recevoir dans un petit coin. Et alors, le gars me dit, sa petite amie ne pourra être là que dimanche. Alors, quand la petite amie est venue, c'est une femme d'environ aussi 47 ans. Je lui ai demandé, mais toi, tu as encore les petites amies, tu auras les grands amis quand? Quand est-ce qu'on va t'appeler papa? Mais tu es une loque humaine. Et sa femme, j'ai demandé à la femme, pourquoi tu as choisi de perdre du temps à mon frère sans lui faire même un enfant? Pour qu'il voie au moins son visage reproduit sur terre. Parce que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes. Alors, la femme s'est mise à pleurer. Et à mon cousin de lui dire, en Afrique, vraiment ma chérie, ne pleure pas. En Afrique, nous parlons franchement. S'il s'agit de lutter, nous luttons. Et après, on boit du vin de palme. Mon cousin a parlé vrai. Mais disons quand même que, non, en dépit de ce tableau pas très réduisant que tu viens de peindre, il y a quand même eu des choses qui t'ont impressionné et qui pourraient justifier l'attrait que l'Europe représente pour l'Africain qui n'est pas assez bien informé, non? Oui. L'Europe est organisée. C'est propre. En fait, on essaye de mettre tout le monde au pas.
Et vraiment, sur ce point, il n'y a rien à redire. Vous comprenez, Guy? Je ne dis pas que tout est mauvais, mais ce que nous croyons aller trouver en Europe, je dis qu'il n'y a pas ça là-bas. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si je fais bien comprendre la nuance. Oui, nous croyons que nos misères d'ici, nous allons aller là-bas donner ça à l'Europe. L'Europe va échanger ça contre le bonheur comme si c'était de l'argent. Non, c'est faux. C'est ce que je dis. Mais je dis l'Europe, c'est très bien organisé. L'école, tout est bien organisé. Il y a un certain sens de justice et autres. Vraiment de respect dans l'ensemble. Il y a un peu plus de justice. Mais l'Europe qu'on présente ici, où il n'y a pas de racisme, c'est faux. L'Europe est hypocritement très raciste. Ah ouais? Comment ça? Oui, hypocritement très raciste. Moi, je voyageais dans le train, j'allais à la gare du Nord. Et alors, je m'assois. Celui qui était à côté de moi se lève, il se tient. Dans le train, en face de moi, il y a un vieillard qui ne vaut même pas, qui ne vaut rien. Je le regarde, c'était même une loque humaine. Un blanc, il sort son parfum, il se met à se parfumer, comme pour dire que le nègre là sent et tout. Et celui qui est debout, je lui dis, mais vous ne vous asseyez pas? Non, non, rentrez chez vous. Je lui ai dit, mais j'ai quand même le loisir de me payer les congés, venir en France. Si tu as le loisir de venir chez moi, je vais te loger. Ah oui. Donc, mon frère Nono, nous allons vraiment chuter. Nous allons chuter. Est-ce que, étant là-bas, tu as eu à t'approcher un peu des Occidentaux pour savoir, en dehors de cette expérience que tu donnes dans le métro, le regard qu'eux ils portent sur l'Africain, ceux qui n'ont pas jamais quitté l'Europe, le regard qu'ils portent sur l'Africain. Tu as eu un aperçu de ça en les côtoyant peut-être? Ils sont un peu comme ténaillés par les préjugés. J'en ai rencontré ce vieux médecin qui était franc-maçon. Il était à la retraite. Il est devenu presque un ami. Il avait une façon drôle d'appeler mon nom. Ça me vient là. Au lieu de Nono, il m'appelait Nono. Et alors je lui disais, pourquoi cette intonation? Il me dit, ça sent l'écho de l'Afrique, la forêt d'Afrique. Bien. Alors, ils sont très subtils, hein. Ils sont très subtils. Les vrais blancs n'aiment pas les noirs. Hein. Vraiment, c'est un blanc déchu, c'est-à-dire chassé du ciel. Il maudit le ciel et une fois sur terre, en fait, comme on dit, hein, le lion qui a maigri devient l'ami des chèvres. Quel est le blanc qui aime le noir? C'est le métis. Le lion qui a vieilli devient l'ami des chèvres. C'est comme ça qu'on dit chez moi en Afrique ici. Ouais. Donc, le blanc qui est nanti, qui est confortable, il peut pas. Non, il restait ténaillé par ses préjugés. Il s'accroche là-dessus. Waouh, c'est violent ce que tu dis là. Je vous dis, c'est la curiosité de quelqu'un qui est allé là-bas avec l'idée de rentrer. Hein. Je ne voudrais pas leur faire, du moins faire des amitiés artificielles parce que je veux rester chez eux. J'ai eu à leur dire. J'ai dit à un policier me trouve en train de me promener, il s'arrête. Monsieur, bonjour, est-ce qu'on peut voir vos papiers, s'il vous plaît? Alors, je sors mes papiers. Il me dit encore, vous avez une semaine sur le territoire français. Je lui dis, si je pouvais l'écouter, hein, je serais parti. Voilà. Mais là, je crois que nos amis qui rêvent d'aller en Occident, parce que je peux te douter que tu as même des frères et des amis à toi, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu connais, qui sont en train de planifier leur prochain départ. J'espère que cet échange va leur permettre de réfléchir 2 fois et demi avant de continuer leur projet de départ à l'aventure, de se jeter dans la gueule du loup. Parce qu'il ne faut pas qu'après, ils nous ramènent des lamentations qui vont amener tout le monde à vouloir dire il faut avoir pitié d'eux, il faut jeter la pierre aux Libyens. Est-ce que le Libyen, en fait, est le prototype de la méchanceté parce qu'il vend le noir? Ou alors, quel est ton regard sur cet acte que les Libyens sont en train de poser? C'est une nation exceptionnelle, extraterrestre, qui est méchante? Non, pas du tout dans l'histoire. Il faut lire l'histoire, Guy. Beaucoup de gens font comme si c'est aujourd'hui que ça a commencé, hein. Je vais vous citer un grand philosophe qui a permis même à l'Europe de se relever. Platon.
Il faut que les gens, je suis un intellectuel et ils peuvent regarder sur Internet, on ne ment pas. Platon a été vendu comme esclave. Vendu comme esclave. Il a été seulement racheté. Bon, vous voyez, dans la galère, dans la souffrance, les gens perdent le sens de l'humain. Vous voyez, les Libyens qui ont été désamorcés, qui ont été bouleversés, détruits, en fait, ils croient, l'Occident, certainement, qui doit payer. Parce que les Libyens, où est-ce qu'ils doivent, je ne sais pas. Donc, en fait, pour éviter que les gens émigrent, je vois la main noire de l'Occident qui, comme d'habitude, avec son hypocrisie légendaire, leur place quelques héros pour décourager ces migrants qui sont massifs. Il faut se dire que l'Europe ne peut pas porter toute la misère du monde aussi, Guy. Nous exagérons un peu. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Cette solidarité de peau noire ne doit pas nous amener à regarder en biais la vérité, Guy. Nous exagérons un peu. Donc, l'Occident pourrait bien se frotter les mains à voir les Libyens décourager ce canal d'immigration en Occident. Oui, c'est de bonne guerre, Guy. Si nous-mêmes, je ne sais pas, les Occidentaux commencent à venir ici n'importe comment, si nous pouvons même payer les Libyens pour les empêcher de venir, pour voler notre diamant, voler notre pétrole, voler tout, on les paye, on les vend aussi. C'est comme ça, c'est la géopolitique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, si ça avait été 2 Français ou 10 Français qui étaient kidnappés quelque part, le GIGN serait descendu sur le terrain avec une armada, c'était quelques 2-3 Américains qui étaient kidnappés quelque part, ce serait un déploiement d'énergie, de médiatisation. Et quand c'est des masses et des masses d'Africains qui sont vendus, c'est un non-événement. Mais bien sûr, tant que tu ne te donnes pas du respect, Guy, personne ne te respectera. Personne. Nous ne pouvons pas nous faire respecter quand nous sommes les mendiants dans le monde. Nous promenons sans honte notre mendicité sur la face publique du monde. C'est terrible, Guy. Nous avons vu quelques Français, Laurent Fournier ici, qui n'appellent pas Boko Haram. On s'est battu. On s'est battu. La France a crié et tout. Quelqu'un a tiré sur quelques 5 ou 10 personnes en France. On a vu nos présidents et autres se déplacer comme les sous-préfets des arrondissements de France pour aller marcher. Je ne sais pas, pleurnicher en France. Mais quand la catastrophe est de notre côté, c'est une vie qui ne compte pas parce que historiquement, nous n'avons pas donné du coefficient à notre vie, Guy. Il faut que vous, les élites, vous, la diaspora, vous venez que nous fassions aussi les lobbies pour éduquer, pour amener des gens à comprendre qu'ils sont une valeur intrinsèque définie par Dieu et non pas l'économique. Et non pas l'Occident. Ce n'est pas l'Occident qui nous dit quelle valeur nous avons. C'est nous-mêmes qui nous disons la valeur que nous avons. Quel regard tu portes sur les manifestations qui sont en cours d'Africains qui marchent devant l'ambassade de Libye, qui marchent à Paris pour protester, quel est ton regard sur ces initiatives? Quelle est leur portée selon toi? Aucune portée, c'est le théâtre social. C'est la comédie? Oui, tout simplement. Est-ce qu'il y en a? Ça ne va rien donner. Ouais. Parce que ce n'est pas un secret. Un seul juif qui est tenu, vous allez voir tout le monde entier se mouvoir, n'est-ce pas? Oui. Si c'est un seul Français, vous allez voir tout le monde entier se passer, n'est-ce pas? Oui. Bon, et pourquoi ils vont marcher maintenant pour que les gens viennent résoudre leurs problèmes? Personne ne résoudra tes problèmes toi-même, ne résolvera tes problèmes si tu les laisses toi-même. Mais pourtant, il se trouve des Africains qui nous disent sur les médias sociaux que ne pas se lamenter avec tout le monde, c'est faire montre de manque d'humanisme. Oui, on a cet humanisme qui nous fait pleurer devant la douleur de l'humain. Mais en retour, nous devons retourner sur nous-mêmes pour comprendre comment nous prendre nous-mêmes en charge. Ce n'est pas... Il y a un petit passage que j'aime bien dans Corinthiens, qui dit 1 Corinthiens 10, verset 29, deuxième partie de ce verset. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère?
C'est très profond pour moi. Pourquoi tu veux que ta liberté, ton entreprise soit prise en charge par quelqu'un d'autre? Nous devons apprendre à nous prendre nous-mêmes en charge. Donc, au-delà des lamentations, l'heure est plutôt à la réflexion, à s'interroger sur les causes fondamentales du problème et comment nous prendre en charge, parce que l'Occident, le monde entier est informé. C'est pas les mages qui informent le monde entier, c'est pas les mages qui sensibilisent le monde entier. Le problème est connu, mais ça n'intéresse personne. Bien sûr, c'est la racaille, la négraille, la pagaille, comme la volaille. Là, nous faisons un peu dans la poésie là maintenant, mais quand on voit dans... Je vous dis, aujourd'hui comme même, ça, aujourd'hui on même... vous fait semblant, on vous fait croire que vous êtes, vous êtes égaux, mais vous n'êtes pas égaux. C'est de l'injustice qui a porté les cagoules de la justice pour nous tromper. Nous devons comprendre que nous devons nous prendre en charge, Guy. Tous les peuples du monde, quand ces peuples sont solidaires, ils parviennent à se faire respecter. Mais nous sommes entrés dans un individualisme, je ne sais pas, traumatique, morbide. Nous sommes malades. Et les lobbies juifs, vous n'allez pas voir, les lobbies juifs sont les... je ne sais pas. Ils sont solidaires. Ce petit peuple, comptez-les, voyez leur territoire. Ils sont devenus invincibles. Je suis allé. Ils dominent la politique américaine, dominent la politique du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nos élites, une fois enrichis, ils se contentent d'eux-mêmes, abandonnent les génies que Dieu envoie en Afrique pour apporter la solution. J'ai vu des enfants avoir 18 de moyenne au bac C et devenir, je ne sais pas, aller à moto, ils prennent les 100 francs, finalement, ils meurent d'une petite fièvre. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Nous ne faisons rien, Guy. Mais nous voulons, on peut compter l'argent en banque et tout. Mais nous voulons quand même... Et cet argent n'a pas de valeur en Occident, Guy. Non, mais... Quand tu es en Occident, quel que soit ce que tu gagnes, tu es un pauvre type. Parce que leur accumulation de richesse est historique. Tu viens maintenant, tu as un peu d'argent, tu viens te pavaner devant tes frères que tu as laissés ici dans la misère. Leur espoir est anéanti par ton arrogance. Non, mais on a quand même vu comment soi-disant, le plan Marshall a permis à l'Allemagne détruite pendant la guerre de se relever. Les Africains peuvent quand même aussi avoir le rêve, le désir, exprimer ce vœu de se voir appliquer une sorte de plan Marshall, non? Nous savons dans l'histoire comment le plan Marshall est passé, Guy. Les gens se sont réconciliés. Et on dit, l'Europe a été détruite, il faut le reconstruire, d'accord? Quel intérêt ont-ils de vous reconstruire? Ils vont fabriquer des adversaires qui ne les permettront plus d'exploiter leur sol et leur sous-sol, d'exploiter leur intelligence, parce que nos meilleurs ingénieurs comme Guy sont au Canada, comme Simo, ils sont aux États-Unis, ainsi de suite. On nous laisse là, les macaques, la macaque. Alors, dès qu'il y a moyen, c'est mon frère qui dit non, tu es très intelligent, il faut que tu viennes en Europe, tu ne sais pas. Mais Dieu n'est pas fou de m'envoyer ici, Guy. Non, permets-moi d'arrêter notre interview à ce niveau, au moins pour ce qui est des questions. Avant que nous ne prenions les questions des auditeurs, j'ai déjà une question de Marie-Laure qui est en attente, et puis il y aura peut-être d'autres appels qui vont entrer. Donc, je vais, avant même de passer à ces questions-là, tu me permets de te demander ton mot de clôture, parce que les questions pourront ne pas venir, comme elles pourront venir. Je préfère que tu me donnes ton résumé de cette entrevue. Comment tu l'as trouvé? Est-ce que tu as exprimé ce que tu voulais exprimer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais dû demander que je n'ai pas demandé? Donc, un mot de conclusion. Après, je vais nous mettre une musique avant de prendre les auditeurs. Guy, je n'ai pas de conclusion. Hein. Je voudrais simplement dire à nos frères, à nous-mêmes, que le fait d'être noir n'est pas une malédiction. C'est une couleur, tout simplement comme les autres. Vous savez, les Arabes ont colonisé la France, l'Europe. Mais l'histoire, on essaie d'effacer tout, de falsifier tout. Dans la Bible, on parle d'Enoch. Guy, combien de personnes savent que Enoch
un noir aux cheveux crépus comme toi et moi. Je dis bien Enoch. Alors, donc, nous devons nous prendre en main, nous battre. Vous savez, c'est la politique du magma volcanique qui se forme sous le sol et qui, une fois surgit, verse ses laves. Donc, c'est ça, c'est la politique du magma volcanique qui peut nous permettre d'évoluer, Guy. On ne peut pas affronter l'adversaire face à face. Ce serait un suicide collectif. Merci Emmanuel Nono pour ce sacrifice de temps, 2h10 que nous avons passé ensemble. Nous n'avons pas eu beaucoup de communication de la part des auditeurs, mais cependant, nous avons un merci de Pamela qui nous écrit depuis San Pedro, qui apprécie l'échange. Je dis merci pour l'échange, mais on a aussi, comme dit, une seule question qui nous est venue de Laure Marie qui demande c'est quoi un vrai blanc? C'est un propos qu'elle a pris de ta bouche. Qu'est-ce que tu entends par vrai blanc? Ok, d'accord. Ok. En fait, dans la nomenclature économique qui est dominante actuellement, l'occultisme a façonné la vie de telle sorte que celui qui n'a rien n'est rien. Alors, les vrais blancs, c'est ceux qui sont dans les filières capitalistes, j'exagère un peu en disant ça, c'est pas la couleur de la peau, qui sont dans les filières capitalistes depuis au moins 4 générations. La famille Bonduel, les familles de Rouge à Lèvres, je ne sais pas comment on appelle, ainsi de suite. Il y a des familles qui sont des industriels depuis au moins 4, 5, 6 générations. Ces gens ont, c'est-à-dire se marient entre eux. En fait, je ne sais même pas comment vous dire ça. L'argent et la race doivent être conservés. Okay. Donc, c'est eux que j'appelle, dans mon jargon, les vrais blancs. D'accord. Bon, les faux blancs, c'est ceux qui sont comme éjectés du système capitaliste dominant et qui triment comme les autres noirs et qui sont obligés, je vous ai donné le proverbe africain qui dit que c'est parce que le lion a maigri, le lion a vieilli, il n'a plus de griffes, qu'il est devenu l'ami des chèvres. En fait, est-ce que tu n'es pas en train de parler de ceux qui sont nantis au sommet de la pyramide sociale, qui ne veulent pas se mélanger à la racaille, et ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau? C'est bien ça. Même en Afrique, on peut pyramide sociale économique. C'est ça. Parce que si tu es pyramide sociale, tu as même un doctorat en ingénierie, je ne sais pas, ingénieur en doctorat, je ne sais pas quoi. Tu n'as pas dominé, tu n'es pas pris en compte dans le ruisseau économique. Tu n'es pas un vrai blanc. Un vrai blanc, ça n'a rien à voir. Jargon ici. Ça n'a rien à voir avec la couleur de peau passée en Afrique. Aussi, on appelle des personnes nantis au placé. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y a des noirs blanchis qui sont plus noirs que moi, qui sont dans des réseaux économiques, vendent des armes et autres. Parce qu'il me souvient qu'en Afrique, rien à voir avec la couleur de peau. tous les autres. Voilà. Parce qu'il me souvient qu'en Afrique, quand quelqu'un est nanti dans la famille, on dit c'est le blanc de la famille. C'est le blanc de la famille, oui. C'est ça. Donc, ce n'est pas une connotation raciste ou physiologique, oui. Voilà, merci beaucoup. Il y a une autre question qui est entrée. Je ne sais pas si c'est une question ou bien c'est une information. C'est Nathalie qui nous dit qui demande, mais c'est une question affirmation à mon humble avis. Elle dit, est-ce que le découragement par des discours, entre parenthèses, des paroles, adressées aux migrants peut les décourager? J'ai une amie qui veut absolument aller en Europe et quand je lui fais comprendre que le paradis n'est pas en Europe, elle me dit que si c'est si dur que ça, alors pourquoi les autres Africains ne rentrent-ils pas? Je suis rentré. Nathalie, donc, notre invité te dit que lui, il est rentré et il y en a qui rentrent. Donc, ce n'est pas qu'ils ne rentrent pas. Peut-être qu'ils ne rentrent pas tambour et trompette battant, mais il y en a qui rentrent et Nono est un de ceux qui sont rentrés. Et si on recherche bien, il y en a bien d'autres qui sont rentrés et j'en connais qui sont en train de demander à rentrer. Parfois, ils doivent juste le moyen de prendre les petits sacs, les petites valises de billets d'avion et ils sont bien contents de repartir. Et Guy, si tu permets de dire à la sœur, à l'auditeur, c'est Martine, vous l'avez dit? Nathalie. Nathalie, la plupart des filles qui y vont se prostituer.
Vraiment, j'ai honte de le dire, mais je le dis. La plupart qui ne vont pas pour des études, vont se prostituer. J'en ai vu, c'est organisé. À Bois de Boulogne, j'en ai vu. Je vous dis, j'étais un curieux. Au point où mon frère disait qu'on va même me tuer. Je marchais avec des Ivoiriens et quelques Arabes qui m'ont fait l'amitié parce que ils voulaient toujours comprendre. Ils me posaient des questions et je leur répondais naturellement. Et ce qui n'était pas l'ordre des choses là-bas, parce que là-bas, les gens aiment ruser, dire des choses qui ont plusieurs sens. Et alors, j'entrais presque partout. J'en ai vu, Guy. Une femme qui te propose sans vergogne ses services, ses charmes à 30 €. Elle m'en a proposé. J'en ai vu. Une m'en a proposé. J'avais honte. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. 30 €. Il y a je vous dis. 30 €, c'est pour avoir un moment avec elle, c'est ça? Oui, elle commençait. J'étais là, j'étais un peu comme tétanisé devant elle. Elle commence à me dire, bon, si je veux aller plus loin, toucher les seins, vraiment, je ne veux pas dire tout ça au micro. Il faut payer un peu plus. Vraiment, j'étais choqué. De nous, ça ne se passe pas comme ça en Afrique. Ça ne se passe pas comme ça. L'intimité doit rester dans l'intimité. C'est discret. Ce n'est pas sur la place publique. Nous avons un commentaire, plus ou moins un commentaire, je ne sais pas si c'est sérieux, c'est pour rire, c'est notre collaborateur Jordi Andrieux au Portugal qui se faisait fort de nous transmettre des questions des auditeurs parce que nous n'avons pas un regard sur les questions en direct. Donc c'est lui qui les copiait pour nous les transmettre et il fait son commentaire, il nous dit, lui il a gagné en son temps 5 000 € par mois alors qu'aujourd'hui il est bien prêt, désireux, volontiers de venir s'installer en Afrique. Oui, il faut lui dire de se préparer s'il aime bien l'Afrique, qu'il vient. Il insiste. Je vous assure. Je suis allé à Nancy, dans un petit village. Là, celui qui me recevait m'a mené dans un petit village. Et j'ai trouvé un blanc qui vit dans les HLM. Il me racontait qu'il n'a pas de terre et tout. Je lui dis, mais j'ai du terrain. Ma terre avec titre foncier, ma maison est dessus. Il m'a demandé si j'étais un comte. Je lui dis non, je ne suis pas un comte. Si tu veux un terrain, tu viens, on va à Yabassi, tu achètes 1000 mètres, 2000, 3000 mètres. C'est toi-même qui dois limiter. Tu en achètes et tu bâtis une maison, tu élèves les poules, les chèvres et tout. Il y a l'espace, tu as le goyavier, le citronnier, le manguier. Tu vis. Tu es un comte gâté par la nature. Tu n'as pas besoin d'aller vivre comme les poulets dans les casiers en Europe, parce que le HLM, là, c'est des casiers. Il y a Jordi qui me dit qu'il est sérieux, il n'est pas en train de blaguer, donc il n'est pas exclu qu'il te contacte pour qu'on passe des paroles à l'acte et que tu le vois dans quelques années installé en Afrique, pourquoi pas au Cameroun. Qu'il vienne, rassure-le Guy, c'est parce que là-bas, chez vous, vous êtes convaincu que tous les Noirs sont des bandits. Rassure-le, sa pièce d'argent ne va pas souffrir de quoi que ce soit. Merci, chers auditeurs. Merci, Emmanuel Nono, mon ami, mon frère, mon confident. Ici, je peux dire quelque chose? Bien sûr, tu as l'honneur, vas-y. Si tu permets, Guy, je voudrais me préciser ma pensée une fois de plus. Oui. Je voudrais dire à mes frères qui veulent aller en Europe que ce qu'ils croient aller chercher, aller trouver en Europe, se trouve ici. Et ce qu'ils laissent ici, c'est ce que l'Europe vient chercher en nous tuant. À bon entendeur, salut. Merci. C'est sur ce que nous allons nous quitter et je dis au revoir aux éditeurs. Merci de votre fidélité et à bientôt. Au plaisir. Bye bye. Bye bye. Bye bye.